Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos pour un nouveau chapitre de Boruto To Blue Vortex. On va parler du chapitre numéro 15 jusqu'au 19. Et putain, quel plaisir de vous retrouver. Je suis trop content, je vous l'ai dit, la vidéo d'avant j'étais content, je suis toujours content parce que c'est la même journée. Déjà. En vrai les gars, je suis juste trop content, je vous le dis, je vais vous le redire pendant longtemps, mais j'ai attendu plus de 10 ans pour avoir ces éclairages, pour avoir cette qualité d'image, pour avoir ce genre de micro, pour avoir ce genre de décor, pour avoir ce genre de confort de vie, de vivre de ma passion, de vivre du montage, vivre de l'écriture. Et quand j'ai commencé YouTube, c'était en matant les vidéos du chef Otaku. Et bah ouais les gars. Et là je suis là, en vrai je bosse avec lui, je suis dans les mêmes locaux que lui. On se voit tous les jours, je taffe avec ce gars et c'est un putain de plaisir. Et voilà. Incroyable, je suis trop content. Je suis un gars accompli, je suis un gars heureux, j'ai le smile, je suis trop content. Voilà. En plus, c'est le début du week-end. On est tranquille bientôt, là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut de plus, les gars? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Je suis trop content, sa mère. Voilà. Voilà. 10 ans que je cours après ça. À faire des tafs de merde, à faire des tafs nuls. Avec des patrons nuls. Et bah là, vous avez beau croire ce que disent les gens sur Internet. Je suis avec un mec et des mecs extra. Tous les gars avec qui je bosse sont ultra tigeants de fou. Voilà. Et ça vous sert à rien que je vous dise ça, mais moi je vous mets du bonheur à la gueule. Je suis content actuellement. Et voilà. Encore une fois, merci au chef Otaku de proposer tout ça, de proposer les éclairages, les caméras, les micros. Je fais des vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube avec son empire à lui. Le chef, je suis désolé. Du coup, je vous l'ai dit, on va parler du chapitre numéro 15 jusqu'au 19, une vidéo de 40 minutes à peu près comme celle d'avant. Et on parlera dans la prochaine vidéo du chapitre numéro 20 avec Sarada et son Mangekyo qui pue du cul. Let's go! Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, Gaara a été scellé par Shinki. Shinki était dévoré par une crasse d'ongles, ce qui a fait naître Ryu, qui est le nouveau Shinju Ego. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça pendant cette vidéo d'aujourd'hui. On va parler de Ryu et de Matsuri parce que ça se focus beaucoup sur les deux là. Et c'est pour le meilleur du monde. Je les kiffe beaucoup. Et si je pensais qu'un jour Moegi aura de l'importance, je vous l'ai déjà dit, je ne l'aurais jamais deviné. Incroyable. Donc, chose à noter et à remarquer, c'est que malgré le fait que Shinki se soit fait dévorer, il est dévoré, mais il a maintenu son mudra et donc il a maintenu son jutsu. Ça veut dire que Gaara est toujours scellé. Donc, l'objectif de Ryu, en tant que Shinju Ego du fils de Gaara, ça va être quant à lui, par instinct, de dévorer la personne qu'il aime le plus, donc le Kazekage en personne. Ça veut dire que Ryu va devoir dévorer Gaara. Et quand je lisais le chapitre, je me suis dit, oh putain, c'est une dinguerie d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, Ryu va vouloir dévorer Gaara, sauf que Gaara est scellé par Shinki, sauf que, bah du coup, Ryu n'a aucune intention de dévorer Shinki pour libérer Gaara, parce que si Ryu dévore Shinki, il s'annule lui-même et il se tue lui-même. Du coup, il y avait un triangle que je trouvais ultra cool, mais après Ikemoto a dit, bah non, en fait, Ryu, il a les pouvoirs de Shinki, du coup, bah, il peut déceler Gaara. C'est logique. Par la suite, on a la conversation avec Kankuro et Shikamaru. Et Kankuro va dire un truc très intéressant qui rejoint une théorie que j'ai faite il y a plus d'un an maintenant. Bientôt un an et demi, bientôt 2 ans même. C'est Kankuro qui dit « S'il te plaît, ne dis pas tout ça à Temari. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. » Et après, il dit à Shikamaru « T'aimerais pas qu'elle s'inquiète, toi non plus ?» Et la phrase est ultra chelou, genre... parce que c'est une Kunoichi, elle a participé à des guerres shinobi, donc des guerres mondiales. Elle a déjà perdu son frère, elle a vécu des deuils pas possibles, elle a déjà vécu ce truc-là en fait. Ce serait une fille qui serait loin des champs de bataille, loin des guerres, loin des conflits, et on lui dit bah vas-y, il faut la protéger, il faut la conserver. Je te dis vas-y, ok, si tu veux, pourquoi pas, tu vois. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de raison de dire vas-y, protège tes maris, faut pas la dire, faut pas lui dire les choses, faut pas la prévenir. Et surtout, appuyer sur le fait de t'aimerais pas l'inquiéter, toi non plus. Ça sous-entend à mes yeux vraiment ce truc de il faut pas lui tenir au courant maintenant, faut pas l'inquiéter maintenant, tu vois. Et du coup, ça rejoint ma théorie que j'ai fait il y a bientôt 2 ans où je disais, bah, Temari, elle est enceinte. Temari est enceinte d'une fille. Parce qu'en fait, tout le vœu, tous les souhaits que Shikamaru avait enfant se réalisent. Tu vois, le fait qu'il soit en mode, bah vas-y,
j'aimerais être tranquille et j'aimerais avoir une femme de caractère, nanana, une femme belle, séduisante. Temari. Après, il dit, j'aimerais avoir 2 enfants. Pour commencer, j'aimerais avoir un garçon dans un premier temps, Shikadai. Et après, il disait, j'aimerais avoir une fille pour continuer. Et en fait, sur les 3 souhaits qu'a fait Shikamaru, c'est d'avoir une femme belle, séduisante et puissante. Il a eu Temari, son 2e vœu pour Shikadai a été exaucé, et le 3e vœu de Shikamaru est d'avoir une fille pour terminer sa boucle des souhaits. C'est un truc qui a été rendu en tant que foreshadowing dans Naruto et par Kishimoto il y a plus de 20 ans maintenant, mais ça pourrait avoir de l'importance très bientôt, parce que voilà, c'est les vœux de Shikamaru, et là, bizarrement, il y a une parole aussi de Kankuro qui dit « T'aimerais pas inquiéter Temari maintenant », tu vois, et Shikamaru dit « Ah c'est vrai, faudrait pas l'inquiéter, tu vois ». Pourquoi? Elle a fait des guerres mondiales, elle a vécu des deuils, elle a vécu des pertes pas possibles. Pourquoi ne pas l'inquiéter? Pourquoi lui cacher ça? C'est bizarre. Temari est enceinte? C'est quasiment sûr. Est-ce que c'est bon pour moi? Et en plus, je vous l'ai dit, Shikamaru se fout à dos toute la nation, tout le pays du feu. Si Shikamaru vient par mourir et qu'on apprend, comme Asuma, que Shikamaru quitte le monde des ninjas, que Shikamaru meurt comme Asuma, et qu'il laisse derrière lui une femme enceinte, il y aura un parallèle pas possible de Asuma Kurenai avec Shikamaru Temari. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Est-ce que Shikadai prendrait la relève et donc il prendrait soin de sa mère et tout? Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, mais s'il vous plaît, Kishimoto, Ikemoto, Sama, si l'un de vous deux regarde cette vidéo, relisez Naruto, n'oubliez pas ce que vous avez fait, il y a des choses à faire. S'il vous plaît. Je vous gobe le sbob. Vraiment. Ensuite, on a un retour de Code dans la trame narrative, parce qu'en fait, Code est en train d'espionner les Shinjuego, sauf qu'on va découvrir plus tard que Ryu a la capacité d'observer et de ressentir les énergies autour de lui grâce à la limaille de fer qu'il déploie dans les airs. Et Ryu va remarquer Code, il va le sortir, Code va s'attaquer au Shinjuego, et Code va encore se faire éclater le cul. C'est fou que Code se fasse éclater à chaque chapitre. Genre le gars est là, et il se fait bouffer. Là, actuellement, il a plus d'œil, il a plus de mains, il a plus de respect, il n'y a plus rien qui peut servir Code. Et Code, du coup, il débarque pour faire du sale en disant « Écoutez, vous avez été libéré grâce à moi, vous devez me remercier, vous devez vous battre pour moi. » Au final, ça devient le toutou des Shinjuego. Et Jura lui dit « Non, écoute, on va faire autrement. Tu vas être notre toutou. » Il le dit un peu comme ça. Et il dit « Tu vas trouver Boruto et son complice. Et si tu parviens à tuer Boruto et son complice, eh bien, je t'offrirai le fruit du chakra. Et après, t'en fais ce que tu veux. Tu fais ta live, tu fais ton truc, je m'en fous, tu vois. Mais juste, rends-nous service, tue Boruto Kashinkoji, je te passe un truc en échange. Tu veux le fruit du chakra? Pas de souci, on coopère, mais tue les mecs qui nous font chier actuellement. Donc, il y a une alliance qui se fait. Comment ça va se passer? Est-ce que Boruto va tuer Boruto... Enfin, est-ce que Code va tuer Boruto et Kashinkoji et recevoir le fruit? Ou est-ce qu'il va mourir des mains de Kashinkoji et de Boruto? Eh bien, aucun des deux. Là, ma théorie actuellement, pour être franc avec vous, c'est que Code va devenir un protagoniste. En fait, il a toute l'écriture, il a tous les trucs pour être un protagoniste. J'ai fait des vidéos complètes sur Code sur ma chaîne, qui sont encore très bonnes et encore d'actualité aujourd'hui, que vous pouvez aller découvrir. Mais Code est un personnage persécuté, traumatisé, il a un syndrome de l'imposteur, il a un espèce de syndrome où il s'attache aux gens qui lui font du mal. Il a un truc très mauvais, Code, il a un truc très toxique. Il a à plaindre comme personnage. Et Code, je pense qu'il va devenir protagoniste. Il va rejoindre les alliés à un moment ou à un autre. De toute façon, je vous l'ai dit en rigolant il y a plusieurs années, mais il faut que le Kama bleu, blanc, rouge fasse équipe. Vive la France. Et je pense que Boruto et Kashinkoji vont réussir à dissimuler leur chakra. Code viendra et il fera « Bon, bah, c'est bon, je les ai éliminés, leurs chakras, on les perçoit plus. » Genre, on va faire « Ok, c'est vrai que je ne sens plus leurs chakras. Ok, tu les as éliminés, est-ce que tu peux me le prouver ?» D'une manière ou d'une autre, ils vont réussir à faire une simulation de faux corps, je pense. Et il donnera le fruit du chakra à Code, Code Power Up. Et est-ce qu'il s'attaquera après à Jura? On ne sait pas. Mais je pense que Code pourrait bénéficier du fruit du chakra. Ce serait con qu'il ne l'ait pas quand même, après tout ce chemin. Mais en tout cas, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, si Code est encore en vie aujourd'hui, c'est qu'il doit servir à quelque chose. Il ne peut pas rester en vie pour rien en fait. Il se prend des branlées monumentales, il se fait péter le cul par Boruto, par Code, enfin il se fait péter le cul par Boruto, Kawaki, Daimon, Ada, Amado, les Shinjuego, tout le monde lui roule dessus. Il doit servir à quelque chose. En fait, scénaristiquement parlant, si un perso ne te sert plus à rien, soit tu l'écartes, soit tu le tues.
Mais là, il est encore en vie, il résiste aux batailles, il est encore debout, il est persécuté. Il se fait manipuler, marcher dessus, utiliser, couper un œil, couper une main. Il est encore là. Il servira à quelque chose. Je pense qu'il pourrait en effet avoir le fruit du chakra et être enfin un être puissant. Mais sous quelles conditions? C'est ça qu'il faut se poser. Ensuite, on a une discussion de Boruto et Kawaki ensemble sur les visages de pierre. Et du coup, il y a une alliance qui se refait entre Boruto et Kawaki. Plusieurs choses sont expliquées. Le fait que Boruto a déjà réutilisé le Kama pendant l'ellipse. Et lorsqu'il a activé le Kama, il avait l'impression de mourir à l'intérieur, qu'il était détruit, qu'il était ténébreux, qu'il était anéanti, qu'il était éteint. Et du coup, Boruto est en train de crever littéralement de l'intérieur. Et en fait, depuis ça, il avait l'impression de perdre son corps et il s'est dit, bah, plus jamais j'utilise parce que là, ça devient de pire en pire ce que je vis. Et à côté, on a Code qui lui... pardon, je confonds tout. À côté, on a Kawaki qui dit « Ok, je veux bien refaire alliance. Par contre, si Momoshiki repart en couille, je te bute. » Boruto lui refait la promesse, la même qu'à l'époque, en disant « Si ça repart en couille, bute-moi, moi ça me va, pas de souci. Carpe diem l'équipe, on est là. » Boruto pense aussi à plusieurs stratégies en disant bah, qu'en gros Kawaki est devenu faible, il n'a plus d'entraînement ni rien. Il avait déjà évoqué le sujet il y a plusieurs chapitres, il y a 1 an et demi environ. Et là, Boruto dit, il y a une solution, pourquoi pas. Peut-être libérer mon père et que mon père t'entraîne pour devenir plus fort. Cependant, ça va prendre du temps. Il ne peut pas t'entraîner en un jour et tout, et de faire de toi un gars ultra balèze en un jour. C'est pas possible. Du coup, on va abandonner ce plan-là, laisse mon père sceller. Prise de maturité incroyable de Boruto parce qu'il prend, je pense, lui aussi conscience du fait que faire en sorte que Hinata et Naoto soient scellés, c'est peut-être la meilleure protection pour eux actuellement. Ce qui est très cool de la part de Boruto, une très belle preuve de maturité. Et ça, je kiffe qu'il évoque le sujet, mais en même temps, il est en mode « Oh, laisse-les sceller, en fait, on n'a pas le temps et tout. » Par contre, grâce aux 10 chemins de Kashin Koji, même s'il ne le dit pas comme ça, je sais que tu as un limitateur de capacité et que tu es en fait sur un mode défensif et non offensif. Donc va voir Amado, fais ce que tu veux, mais libère ce potentiel parce que j'ai besoin de toi au maximum de tes capacités. Incroyable, merci Boruto. Et pour la faire simple, on apprend que Amado a mis Kawaki en mode défensif pour qu'il ait une régénération et une bonne défense, une bonne récupération. Et il a fait en sorte de le garder dans ce stade-là pour qu'il perde ses combats, pour qu'il soit en retrait, pour qu'il soit canalisé, pour qu'il reste à Konoha, qu'il ne perde pas la vie et qu'il lui soit toujours utile pour ramener à la vie Akebi, qui sera également un sujet de vidéo dans les prochaines semaines parce que le sujet d'Akebi, je comprends tout et rien à la fois. Genre Amado actuellement c'est un des persos que je comprends le moins parce qu'il est très complexe comme personnage. Il va falloir que je relise tout Boruto pour recomprendre vraiment le plan Akebi. Parce qu'il y a un chapitre qui parle de Akebi là où je le comprends et en même temps pas trop non plus. Et du coup c'est comme ça qu'on va commencer le chapitre numéro 16 de Boruto. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Kashin Koji va donc apprendre à Boruto Uzumaki le Hiraishin, une technique que Boruto va donc apprendre logiquement dans 6 ans, mais puisqu'il a vu le futur, il va lui ramener les expériences et les apprentissages du futur pour que Boruto les apprenne plus tôt et devienne plus puissant plus tôt. Et en fait ça c'est un truc qui combiné au Kagebunshin, qui est une technique qui peut également aider à l'apprentissage, Boruto pourrait multiplier x2, x4 ses entraînements. Ça veut dire que, imaginez, et ça n'a pas encore été mis en place, mais ça pourrait être le cas, Kashin Koji, grâce aux 10 chemins, voit le futur, il voit les techniques, les apprentissages, comment les manier, il ramène les informations à Boruto, donc déjà Boruto a des infos qu'il devrait avoir dans 10 piges, mais il les a maintenant. Et en plus de ça, Boruto devrait utiliser le Kagebunshin pour augmenter la vitesse d'apprentissage. Ça veut dire qu'il a une augmentation de la vitesse d'apprentissage multipliée au fait qu'il a les informations plus tôt selon les années. Et en fait, Boruto devrait être un monstre. Ouais, Boruto a tout là pour... c'est déjà un monstre. Comment faire là? En tout cas, on apprend que Boruto n'a pas vraiment réussi à apprendre le Hiraishin de Minato Namikaze, mais il a créé une variation du jutsu, ou du moins il a réussi à révolutionner le jutsu, à l'amener dans un autre espace-temps, parce que Boruto Uzumaki est un génie, mesdames et messieurs. Boruto est un putain de génie, et d'ailleurs n'oubliez pas, je le redis parce que j'aime bien flex des fois, dire que j'avais raison et je suis un peu content. J'avais réussi à vous dire, avant tout le monde sur YouTube, mesdames, messieurs, que Boruto avait le Hiraishin au chapitre 1, alors qu'on a découvert ça au chapitre 2 ou 3. Et j'étais trop fort. J'étais trop fort. Du coup, on capte, pour la faire simple, que Boruto Uzumaki, à force de fuir les gens, il a voulu apprendre et comprendre le ninjutsu spatio-temporel.
ça peut être via le Kama, ça peut être via un dojutsu, ça peut être par des apprentissages un peu sombres. Mais du coup, Boruto a cherché à comprendre le ninjutsu spatio-temporel pour échapper à ses ennemis, et c'est comme ça qu'il est venu sur le chemin de l'Iraishin, et du coup à comprendre la chose, à l'exploiter et à avoir des chemins plus grands, de ce qu'on peut comprendre. Sauf que du coup, c'est un apprentissage que Boruto a eu 6 ans dans le futur. Donc Boruto avait, pour la faire simple, logiquement, il devrait avoir 22 ans, 24 ans, donc à peu près l'âge de Naruto dans The Last, à peu près, voire un peu plus. Pourquoi dans ce futur-là, Naruto a voulu avoir du ninjutsu spatio-temporel pour aller où, pour faire quoi? Est-ce qu'il était toujours traqué par des ninjas? Je sais plus si c'est dit dans le chapitre, est-ce qu'il était toujours traqué par des ninjas? Ou est-ce qu'il voulait tout simplement aller quelque part de spécial? Dans le monde Otsutsuki, on ne sait pas, mais pourquoi ce Boruto du futur a voulu développer le ninjutsu spatio-temporel? Encore une fois, est-ce que c'est pour fuir à des ninjas qui le cherchent, ou est-ce que c'est pour aller dans un lieu bien précis? C'était dans 6 ans dans le futur. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand il a 22 ans pour vouloir aller quelque part de précis? On ne sait pas. Mais en tout cas, il avait développé l'Iraishin pour avoir une variation, pour rejoindre cet endroit où ce besoin. Ça, j'ai pas compris non plus. Faut que je relise, en fait, il faut juste que je lise le chapitre. En fait, c'est juste expliqué, je pense, quelque part. Du coup, Boruto a trouvé comme solution celle de magnétiser grâce à son chakra des petits badges en métal. Sauf que le souci, c'est qu'avant, il faisait ça avec des shurikens ou des kunai. Donc, quand il lançait des shurikens un peu partout et tout, et qu'il fermait les yeux pour se téléporter, il pouvait du coup se téléporter là où il y avait son chakra sur les shurikens et sur les kunai. Sauf que le souci, c'est qu'en faisant ça, bah, il se téléportait aléatoirement en fait, il n'arrivait pas à se repérer dans l'espace. Il fermait les yeux, il voyait des formes carrées un peu partout, il disait bon ok, il y allait, sauf que ça se trouve il voulait aller au sud, il allait au nord. Il se perdait là-dedans. C'est comme ça que Boruto a révolutionné le Iraishin, parce qu'il n'a pas fait ça sur des shurikens et des kunai, mais sur des badges à symboles. C'est ce qu'il porte sur les vêtements, les losanges, les logos de Konoha, les triangles, les ronds, les carrés. Et en fait, il les dispose un peu partout autour de lui, dans des zones. Et en fait, quand il ferme les yeux et qu'il fait le Iraishin, il voit une forme de triangle, de carré, de Konoha, une forme de cœur. En fait, il se repère comme ça, c'est de la mémoire. Et c'est ultra bien vu. Ultra bien vu. Je suis trop content. Donc ça, c'est le chapitre numéro 16. Ça veut dire que les symboles et les badges, on les a vus chapitre 1. Il y a plus d'1 an et demi et on a une explication 1 an et demi plus tard. C'est très bien joué. Kishimoto, bravo. C'est trop cool. Boruto, je te suce, pareil, comme d'hab de toute façon. Boruto demande donc à Kashin Koji pourquoi il ne prévient pas les gens de Konoha sur la situation et les 10 chemins. Pourquoi il ne prévient pas Konoha des futurs à venir. Et Kashin Koji explique du coup que c'est le souci des voyageurs du futur en gros et des timelines. S'il prévient tout le monde du futur à venir, les gens vont agir différemment et du coup changer les timelines, changer les futurs et compliquer la chose. C'est le délire des voyages dans le futur, ça c'est logique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la temporalité, de la timeline qu'il ne faut pas bouger ou déranger. Kashin Koji explique donc que les personnes qui sont capables de savoir le futur et d'avoir un impact dessus portent le nom des personnes qui sont en fait des singularités du destin. Et aujourd'hui, les singularités du destin, il en existe 3, c'est du coup Kashin Koji et Boruto, et Ada qui suit toutes leurs conversations. Donc aujourd'hui, on a les shinobi, les humains, les Shinjuego, les Otsutsuki, et il y a les singularités du destin, c'est très joli en tout cas comme nom, et c'est une mini-organisation de personnes pouvant jouer sur le futur et les impacts du futur. Je trouve ça trop cool, et Boruto, Kashin Koji et Ada sont ça, ce sont des singularités du destin. C'est trop joli. Mais premier degré, je trouve ça trop joli. Comme nom, c'est Bangers. Ensuite, on a un passage clé de Sumire et Sarada. Et je ne vais pas vous mentir, je vais être très sincère avec vous. Parce que je suis un peu fleur bleue comme gars. J'aime l'amour, j'aime la romance, j'aime tout ça. Ce passage de Sumire et Sarada, eh bien, c'est l'un des plus beaux passages des 10 derniers chapitres de Boruto. Et je suis premier degré. Eh bien, pour la faire simple, Sumire accuse Sarada d'avoir un égoïsme profond envers Boruto Uzumaki. En réalité, Sarada cherche à briser la distance que Boruto impose avec Konoha, tandis que Sumire comprend les raisons de son isolement. Sumire, elle aussi amoureuse de Boruto, utilise sa propre expérience pour exprimer sa douleur. Dans un premier temps, elle révèle ses sentiments et reproche à Sarada de ne pas la prendre en considération en sautant dans les bras de Boruto devant elle. Toutes deux savent qu'elles partagent les mêmes sentiments pour Boruto Uzumaki. Sauf que l'une des deux respecte l'autre, et pas l'autre.
pour la faire très simple. Cependant, Sumire choisit de privilégier l'amitié avec Sarada Uchiha plutôt que de son amour pour Boruto Uzumaki. Pour la faire simple, elle se tire une balle dans le pied pour conserver ce qu'elle a mis, ce qu'elle a construit avec le temps, avec ses amis. Et je trouve ça extrêmement cool, ce truc de discours de « mais on aime tous les deux le même homme, mais est-ce que tu ne serais pas égoïste quelque part de vouloir briser la distance qu'il fait, parce que la distance qu'il met, c'est pour nous protéger. C'est fait exprès en fait, donc pourquoi tu ne fais pas dans son sens, pourquoi tu respectes pas ça? Il y a un peu ce discours-là au début. Et il y a un mélange de... tu vois, moi je suis amoureuse de Boruto, quand je l'ai vu revenir, j'aurais pu lui dire je t'aime, mais je ne l'ai pas fait, parce que t'étais là et que je sais que toi aussi t'es amoureuse. Par contre, toi, tu t'es pas fait chier à le faire, quoi. Tu sais que j'étais amoureuse de lui, tu l'as sauté dans les bras, t'as pas contrôlé ça, t'as fait ça devant moi, quoi. Est-ce que tu peux te mettre à la place d'une femme amoureuse et tu vois, limite ta meilleure pote sauter dans les bras du mec que tu kiffes, tu vois. On sait tous les deux qu'on est amoureuse de ce gars et pourtant, là où moi je me canalisais, toi t'as pas cherché à te canaliser, tu l'as fait devant moi, tu vois. Il y a un peu une trahison, il y a un truc de non-respect mutuel. Putain, c'est intéressant et je vous jure, premier degré, c'est intéressant sa mère. Vraiment. Avant de partir et de quitter la pièce, Sarada appelle Sumire déléguée, ce à quoi Sumire répond « Jusqu'à quand vais-je être la déléguée, moi ?» signifiant qu'elle souhaite être reconnue pour ce qu'elle est réellement et non plus son titre de déléguée, son titre scolaire. Putain, oui, oui, ça fait combien de chapitres qu'on appelle cette meuf déléguée et on oublie qu'elle était Sumire? Ça fait combien de temps qu'on dit « Eh, délégué, délégué !» Non, Sumire. Et en disant ça, Sumire, c'est « Putain, on est potes, et combien de temps je vais avoir dans ta bouche ce titre de délégué ?» Je suis pas une déléguée, j'ai pas un truc scolaire, je suis pas là à soutenir une classe. Putain, je suis Sumire. Je suis une femme, j'ai une valeur en tant que femme, tu vois. Alors, les gens vont dire « Vas-y, ferme ta gueule, casse pas les couilles. » Mais non, non, il y a ce truc de respect à avoir. Et c'est vrai que ça me choque pas. Ça me choque pas, il y a un truc puissant dans ce discours. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la relation Sumire et Sarada, elle est comparable à celle de Sakura et Ino. Parce que les duos de meufs aiment le même mec à chaque fois. Sauf que là où Ino et Sakura se tiraient dans la gueule, et puis c'était une bataille pour avoir le mec, c'était très toxique, on va pas se mentir, parce que limite les meufs se foutaient dans la gueule des fois pour avoir Sasuke. Là, il y a un truc de Sarada qui comprend qu'elle a merdé, parce qu'en fait elle pense à Boruto, et elle en oublie sa pote. Et du coup, ma phrase est vulgaire, elle est un peu conne, mais il y a un peu ce truc de les potes avant les putes. Toi, il y a ce truc de putain, oui, oui, et Sumire a une maturité que Sarada n'a pas sur le moment, et Sumire a gagné v'là des points. Avec le chapitre là, v'là des points, et j'ai lu le chapitre, et page après page, j'étais en mode bah ouais, bah oui, oui. Et enfin, on arrive du coup au chapitre numéro 17 de Boruto. Pour la faire très simple, juste avant, il y a eu une conversation que je n'ai pas trop mentionnée, mais de Ada et de Shikamaru. C'est quand même très important, j'aurais dû le faire, mais Kashin Koji rencontre Shikamaru, il lui donne certains plans des 10 chemins, en disant, bah écoute, envoie telle personne à Suna. Il faut faire une équipe avec 2 personnes de Suna là-bas, donc il faut envoyer Sarada, Mitsuki, Konohamaru, et en gros, retrouver Yodo à Araya là-bas, c'est la meilleure solution à faire. Imawari ne doit pas sortir de Konoha, parce que du coup, si elle sort de Konoha, elle sera tuée par Jura. Donc en fait, c'est des alternativités du futur qu'il donne en disant, bah, en gros, s'il se passe ça, ils mourront, parce que je l'ai vu. Donc c'est cool de savoir que... En fait, ce que j'aime avec ce pouvoir, c'est que moi, je suis très friand des futurs et des timelines. C'est un délire que je kiffe depuis Mirai Trunks. Et là, à chaque chapitre, en fait, on apprend une timeline. C'est très fan service, ça sert à rien. Mais il y a un côté que je kiffe, tu vois, ce truc de... Bah, en fait, si elle, là, elle sort... Dans un futur, elle meurt, tu vois. Mais c'est con parce que la meuf, juste, elle sort du village, elle fait rien, juste, elle passe une porte. Et en fait, ça a un effet papillon, tu vois. C'est ce truc de, ouais, mais en fait, parce que si elle sort, elle se fait repérer, il débarque, il la flingue. C'est un futur qui existe. Et si t'envoies d'autres gens que Sarada, Mitsuki, Konohamaru, Asuna, ils crèveront. Parce que il y a forcément une timeline ou un futur où Konohamaru a dû envoyer... Shikadai, Mitsuki, Sarada, et pas Konohamaru. Et du coup, ça bloque au niveau du plan Matsuri Konohamaru là-bas, tu vois. Et du coup, les gens meurent. Et c'est intéressant. En fait, c'est des choix. Et Kashin Koji, là, c'est un atout incroyable. Dans la manche de Konoha, du manga.
Je kiffe beaucoup ce que Kashin Koji là apporte au manga. C'est très très cool. Et en même temps, Kashin Koji arrive à vivre en dehors du personnage de Jiraiya. Parce que Jiraiya, il avait ce discours sur la destinée, sur le futur, sur l'avenir. Et là, il est devenu cette singularité du destin. Que demande le peuple? Genre, c'est un clone de Jiraiya et en même temps, il est tout ce que l'ancien n'a pas accompli. Et du coup, ça ne salit pas Jiraiya, ça le bonifie, bolifie, botifie, bopifie, je sais plus. Du coup, Shikamaru écoute tout ça et il envoie la Team 7 Asuna, qui va donc retrouver là-bas Yodo et Araya, qui sont les compagnons de Shinki, que l'on voit très peu dans le manga. C'est quelques cases, ils se prennent un punch, ils se prennent un coup, ils sont éliminés de l'examen de Chunin, mais c'est à peu près tout. Dans l'anime, on les voyait un peu plus, ils avaient une plus grande importance, ils avaient des très bons combats par moments aussi, mais ça s'arrêtait là. Là, je suis très content, premier degré, de voir mieux Araya et Yodo, qui sont de très bons personnages, et j'avais peur qu'ils soient mis de côté. Je suis content, premier degré. C'est qu'on a le ninja sensoriel qui revient pour des combats, on a Hibiki qui revient pour faire une conversation avec Boruto pour lui foutre des patates dans la bouche, on a Yodo et Araya qui sont exploités, on a Imawari, on a Ino qui a de l'importance. En fait, il me manque là actuellement, il me manque Metal Lee parce qu'il existe dans le manga et on le voit. Je vous demande pas de mettre Denki ou Abe parce qu'il n'existe pas. Mais en tout cas, Metal Lee, lui, il existe, donc il faudrait le montrer. Il faudrait montrer Shuji, parce que là, il y a, entre Shikamaru et Ino, il y a un truc qui va pas. Donc Shuji pourrait recoller l'ancienne Team 10. Donc en fait, il y a des trucs à faire. Moegi, elle est devenue importante. Personne n'aurait pensé ça un jour dans Boruto. Les persos deviennent cool. Koji existe en dehors de Jiraiya. Donc les trucs sont cool. Sumire, elle a de l'importance. Les choses vont dans le bon sens. Sarada et Mitsuki, qui ont été skip pendant des années, redeviennent importants. Les choses vont dans le bon sens. Konohamaru est enfin respecté. Boruto est dans une montée. Je pensais pas. Je pensais que ça commençait à flop un peu. Peut-être que ça flop niveau vue et niveau stats, mais niveau écriture, il y a du très bon. Kishimoto reprend la main sur son œuvre et reprend la main sur le manga, je suis très content. Il faut du Metal, il faut du Shuji, il faut que Kakashi sorte de l'ombre. On ne sait pas où est le bug depuis 10 ans, mais il faut que Kakashi commence à se montrer un peu aussi. Tsunade aussi, parce que là on te parle des repères de Orochimaru, on te parle de Kashin Koji, montre-moi Tsunade. Il faut qu'on ferme des boucles, il faut qu'on ferme des trucs. Mais c'est très cool, c'est très très cool et je suis vraiment très content de ce qui se passe actuellement. Boruto me hype là, on le voit, j'ai la patate, j'ai le sourire, je suis content. Sur les retrouvailles de Suna et de Konoha, il y a Yodo qui reconnaît le style vestimentaire de Sarada et le style de Boruto. Ça, c'était confirmé par l'auteur, c'est qu'en fait, après la disparition de Boruto pendant l'ellipse, Sarada a involontairement adopté un style vestimentaire proche de celui qu'avait Boruto. Ça veut dire les grandes vestes larges, un peu longues, qui pendent ouvertes. C'est pas une connerie, c'est dit par Ikemoto, c'était dit en interview. Sarada a développé involontairement le style qu'avait Boruto avant. Elle porte le style de son amour perdu, tu vois. C'est joli, en tout cas c'était confirmé par le personnage féminin de Suna et officialisé par Ikemoto en interview. À côté, il y a Ryu et Matsuri qui arrivent dans les déserts de Suna, qui retrouvent le crapaud de Boruto au sol. Donc les choses commencent un peu à arriver, le plan se met en place. Il y a Sarada qui est extrêmement perturbée par la conversation qu'elle a eue avec Sumire juste avant, et Mitsuki, lui, il voit qu'elle est perturbée, donc Sarada va foutre de la merde dans le plan. Comme d'hab, Sarada, putain, on dirait ta mère. En vrai, j'aime beaucoup Sakura. J'ai fait une vidéo sur Sakura à une époque. Je défends beaucoup le perso. Elle est injustement critiquée. J'ai fait une vidéo là qui parle de Sakura. C'est une reine, c'est une reine. Lorsque Matsuri découvre le crapaud au sol, il y a beaucoup de questions sur est-ce que c'est un crapaud juste qui est mort ou est-ce que c'est un crapaud qui appartient à Boruto. Et Matsuri confirme que c'est bel et bien un Boruto Uzumaki parce que c'est ce que lui racontent les arbres et les racines. Donc Ryu, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas d'arbre ni de racines, qu'est-ce que tu racontes? Ma cousine. Et Matsuri dit non. En gros, elle est liée, elle a un pouvoir de perception. Et en fait, dans le sol, partout dans le monde, il y a des arbres et des racines. Elle est connectée à ça, c'est ce que les racines et les plantes lui ont rapporté. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Les plantes du monde, les plantes de toute zone sont reliées à Matsuri. Donc tu auras beau fuir la personne, tu auras beau faire des choses, Matsuri saura ce qui s'est passé à tel endroit. Il y a un peu un Senrigan 2.0 en moins efficace. C'est très cool. Du coup, elle est connectée à ça, c'est son pouvoir de perception. Du coup, elle dit non, mais le crapaud, c'est à Boruto, celui qui l'a posé là et tout, c'est ce que les plantes m'ont dit, tu vois.
Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? La meuf est dans un désert, et les plantes lui ont dit des choses. Alors, ce serait quoi la perception dans une forêt à Konoha? Vraiment. 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 On découvre à côté que Yodo est très impulsive, elle veut absolument sauver Shinki, et Araya, lui, il est plus réfléchi, il est plus dans le truc du « Hey, contrôle-toi ma sœurette, fais les choses cool ». Très intéressant, parce que jusqu'à aujourd'hui, les caractères vraiment de Yodo et Araya, on ne le connaissait pas. Yodo paraissait assez calme, assez dans son coin, et Araya paraissait un peu lubrique. Là, en fait, bon, on voit un peu un truc contraire. En fait, Yodo, c'est une meuf un peu impulsive, et Araya est très réfléchie, très posée, il pose les choses calmement. Donc c'est très cool. Je pense que dans la semaine, je ferai aussi une vidéo sur Yodo et Araya, parce qu'entre ce qu'on a vu dans l'animé et ce qu'on voit là actuellement, il y a des choses qui diffèrent, des choses qu'on voit pas, des choses où je suis un peu plus déçu. Mais en fait, là, pour l'instant, pour vous micro-spoil dans ce qui est déjà sorti, hein, de toute façon, Araya, c'est un peu un marionnettiste de base aussi. Là, on dirait qu'il est que épéiste, mais normalement, il se bat avec des marionnettes. Donc là, on le voit pas pour l'instant, c'est un peu embêtant. C'est comme Shinki pendant son combat contre Mitsuri. Matsuri, j'aurais préféré le voir avec des marionnettes parce qu'il en possède. Ça n'a pas été le cas. Et Yodo se bat avec ses cheveux. Et là, pour l'instant, on ne voit rien. En fait, il y a leur style à eux-mêmes en tant que personne qui se bat avec le son et personne qui se bat avec des marionnettes. Bah, on n'a vu aucun de leur style. C'est un peu dommage, mais du coup, je ferai une vidéo complète sur les deux personnages pour expliquer un peu qui ils sont vraiment, parce qu'il y a quand même beaucoup d'explications sur eux dans des databooks, dans des chapitres, dans des interviews et tout. Donc dites-le moi, si tu veux une vidéo sur Yodo et Araya, petit commentaire en dessous, et dis-moi que tu m'aimes en même temps. J'en manque d'amour là. Donc Ryu et Matsuri recherchent Boruto Uzumaki, et la Team 7 rentre dans le plan, parce que Konohamaru Sarutobi va se faire passer pour une unité qui traque et recherche Boruto. Et c'est extrêmement cool. Encore une fois, le plan est simple, le plan est con, mais ça passe. En fait, c'est selon un plan de Shikamaru Nara qui dit une métaphore que je kiffe beaucoup, que je vais évoquer dans quelques minutes. Je la kiffe. En tout cas, la mission de l'équipe numéro 7 est de récupérer les épines des âmes de Ryu et de Matsuri, parce que grâce à ça, ils vont pouvoir sauver Moegi, Shinki et Gaara. Ce qui n'est pas indéniable, il y a quand même un Kage là-dedans. Ce qui est très cool. D'ailleurs, j'aimerais savoir la situation actuelle de Suna, parce que actuellement, on n'a plus de Kazekage, et à Konoha, on n'a plus d'Okage, parce que, attention, Shikamaru Nara tient la cape de l'Okage, il est dans le bureau, mais Shikamaru Nara n'a pas pris officiellement le poste de 8e Hokage. Il est un Hokage un peu comme Danzo à l'époque, il est non officiel, c'est en cours de traitement. Mais n'oubliez pas qu'au tout début de To Blue Vortex, le daimyo du Pays du Feu avait une réunion avec les doyens, il disait mais qu'est-ce qu'il casse les couilles de Shikamaru Nara, qu'il prenne son poste de 8e officiellement, oui ou non, point, il doit prendre son poste, qu'il le prenne. Et les doyens disaient non mais il veut pas prendre son poste pour l'instant et tout, il veut pas être Hokage, juste il leur donne les missions, il fait les trucs, mais il prendra pas officiellement ce poste d'Hokage. C'est bloqué actuellement. Donc, même si Shikamaru n'est pas officiellement Hokage, Konoha se retrouve sans dirigeant et Suna aussi. Donc le monde est complètement chamboulé. J'aimerais voir dans les prochains chapitres des soucis géopolitiques et financiers, ce qui a déjà lieu à Konoha actuellement, faut pas l'oublier. Il y avait un chapitre complet qui parlait de ça, où il y avait une réunion où on disait que financièrement, ça n'allait plus à Konoha, parce qu'il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus personne qui gère le truc, et qu'au point de vue des autres pays, on voit que Konoha se casse la gueule, donc les autres pays sont en mode « Ouais, le Konoha est en train de se casser la gueule, les gars !» Parce que Shikamaru veut pas prendre le poste, il veut que ce soit Naruto et pas lui. Donc, maintenant que Suna a la même situation, que sur les 5 grandes nations, 2 se cassent la gueule, eh bien, s'il vous plaît, dans les prochains chapitres, j'aimerais qu'on parle d'économie et de géopolitique. C'est trop demandé, je sais, mais c'est le fondement de Naruto. Faut en parler. Vient du coup la métaphore de Shikamaru, qui va donc parler des Shinjuego, et il explique qu'en fait, les Shinjuego, c'est un peu comme des petites créatures sauvages. Elles sont très féroces, elles agissent avec leur instinct, mais par contre, elles ont tout à découvrir du monde, elles sont extrêmement naïves, et du coup, on peut contrôler les Shinjuego à cause de leur naïveté. Et du coup, il dit un truc assez atroce à Konohamaru avant qu'il parte en mission, il dit, en fait, c'est des personnes qu'on peut contrôler mentalement. On peut les utiliser, leur faire subir des choses parce que elles sont un peu comme des enfants. Elles découvrent le monde, elles viennent en fait de naître. Hein. C'est bête, hein. Mais Matsuri, Ryu, Hidari, Jura, et celui de Bug qui est moche, c'est con ce que je vais dire. Mais en fait, ils ont moins d'1 an, ils ont 2 jours, ils viennent de naître, c'est des bébés encore. On dirait pas, parce qu'ils ont des apparences adultes. Mais là, actuellement, le monde des ninjas se bat contre des bébés. Ils viennent de naître, ils découvrent le monde, ils découvrent
les livres, il découvre la communication, il découvre des sentiments amoureux, il découvre de la nourriture. C'est trop cool. C'est ça qui a un petit côté glauque, zombie, chelou que j'aime beaucoup actuellement dans Boruto. Et du coup, Shikamaru lui dit, bah profitons de ça. Profitons de leur faiblesse, de leur naïveté, du fait qu'ils découvrent le monde, du fait qu'ils découvrent des perceptions. Profitons de ça, rentrons dans leur tête, baissons leur vigilance, et quand ils nous feront confiance comme des petits monstres crédules, on les bute. C'est très glauque, parce qu'il n'y a aucun Hokage qui est aussi sombre, à part Tobirama et Danzo et Hiruzen, et tous les Hokage de la licence. Mais on a un Shikamaru qui est en mode, profitons de ces petites bêtes apeurées qui viennent de naître et naïves, et tuons-les quand on peut. Et Shikamaru dit, j'ai conscience que Naruto n'aurait jamais demandé à faire ça, mais Naruto n'est pas là. Là, c'est moi le dirigeant. Je vais prendre aucun risque. Donc Konohamaru, il le dit, hein, il dit Matsuri, c'est un Shinjuego de Moegi, elle t'aime, alors fais croire toi aussi que tu l'aimes et tue-la. C'est terrible. Alors oui, c'est des ennemis, mais c'est terrible. Et en fait, la métaphore de Shikamaru marche extrêmement bien, parce que lorsque l'unité de Konoha vient à la rencontre des Shinjuego, bah, grâce à sa métaphore, grâce à l'écriture de Kishimoto et grâce à comment c'est mis en place, comment c'est découpé et tout, on a l'impression qu'on tombe sur deux créatures, des bébés en fait. C'est qu'en fait, Konohamaru rencontre Matsuri, elle se met à rougir, elle fait « Ah non, mais je sais plus vraiment quoi faire, je sais plus où me mettre en place, je sais plus vraiment... » Elle est perdue, elle est du père la sœurette, elle est attendrissante, elle est gênante, elle est affaiblie. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait là, tu vois. Et Ryu, lui, t'as beau lui dire n'importe quoi, il fait « Ah d'accord » et tout. Et il suit bêtement, quoi, c'est en mode bah tiens, on va aller là-bas, là, on va vous séparer et tout. Il fait bah pourquoi on reste pas avec Matsuri? Non mais t'inquiète, on va aller là-bas, il y a des pains au chocolat, il y a des bonbons dans la camionnette. Et Ryu il fait ah ok, oh, il y a des bonbons, putain, putain, la camionnette blanche, je vais aller dans la camionnette. Pourquoi il a un accent du sud? Je sais pas. Mais du coup, ils ont un truc attendrissant, ils ont un truc de naïveté. Ils ont ce truc enfantin. Et en fait, t'as des ninjas de Konoha qui débarquent là-dedans, ils font non mais on va vous séparer, vous diviser pour mieux vous tuer dans un coin, tu vois. Et en fait, Konoha, du coup, prend l'image très sombre, mais en même temps, c'est l'image que Shikamaru souhaite, et je pense que c'est la meilleure chose à faire, très sincèrement. Mais grâce, en tout cas, à la métaphore et au contexte qu'a posé Shikamaru, bah du coup, on voit les Shinjuego comme, en effet, des bêtes apeurées. Enfin, pas des bêtes apeurées, mais des bêtes qui viennent de naître, Et c'est trop bien foutu. Je kiffe. J'ai eu un peu de peine pour Ryu, parce que Ryu, il marche, et on lui dit des choses, et il fait « Ah, d'accord, et tout. Ah ben... » vous avez trop raison, parce qu'en temps normal, je me disais que si j'allais voir des ninjas, j'allais les buter, hein. Heureusement que c'est vous et que vous êtes gentils, hein. Et l'autre à côté, elle parle à Konohamaru, elle rougit, je suis là, je suis trop amoureuse, tu vois. Ils vont se faire éventrer dans un coin. Il y a Mitsuki qui trouve un morceau de métal dans le sable aussi, et il dit, ah bah tiens, ça appartient à Boruto, est-ce que c'est une feinte? Est-ce que c'est un caillou, un morceau de métal lambda, ou est-ce que ça appartient vraiment à Boruto? Et du coup, est-ce que ça servira à Boruto à se téléporter à cet endroit-là? On sait pas. Auquel cas, sur les cases, on voit pas si Mitsuki le laisse dans le sable ou est-ce que Mitsuki le prend avec lui. Mais du coup, il y a une possibilité que ce soit vraiment un morceau de métal appartenant à Boruto et que ça permette à Boruto de se téléporter à cet endroit-là. De toute façon, c'est même très fortement possible parce que dans les prochains chapitres, Kashin Koji dit à Boruto, peu importe ce qui se passe, ne te téléporte pas là-bas. Donc c'est qu'il y a un moyen de le faire, je pense. Donc peut-être que ce bout de métal qu'a évoqué Mitsuki est vraiment un téléporteur. On verra par la suite. Et du coup, bah, comme je viens de le dire, on découvre par Kashin Koji que le plan mis en place à Suna a de fortes chances de louper, et il peut y avoir un ou plusieurs morts, ça a de fortes chances d'arriver. Il peut vraiment avoir un mec qui clame dans les prochains chapitres, mais Boruto ne devra pas bouger, parce que si Boruto bouge, Jura débarquera, et dans tous les futurs alternatifs que Kashin Koji a vus, Boruto meurt sur place. Donc il y a des plans qui ne devront pas bouger, des choses qui ne devront pas être changées, mais du coup il y a des morts qui peuvent arriver. Maintenant, on passe au chapitre numéro 18 de Boruto. Pour la faire simple, Kawaki rend une petite visite à Amado et il lui pète le cul. Pour la faire simple, Kawaki demande à Amado de le passer en mode offensif et du coup d'abandonner le côté régénération et défense pour être prêt à défoncer le petit fiac des Shinjuego. Amado, un peu paniqué, bah, il endort Kawaki, il lui sort le code de sécurité, le code pour faire dodo, et du coup Kawaki s'endort, paf, et Amado il fait « mais c'est un ouf lui !» Du coup j'ai kiffé, ça me fait un peu rire de voir Kawaki débarquer, mettre un coup de pression, et Amado lui dit « non mais couchez !» Il s'endort. Du coup je me suis dit, ben ça que n'empêche, toutes les expérimentations de Amado ont des commandes d'urgence, alors pourquoi lorsque Code l'a menacé, il a pas fait ça sur Code?
Parce qu'en plus, on a découvert dans les pages d'après que Ada et Daimon étaient quand même du côté de Amado et qu'ils s'étaient battus pour défendre Amado, du coup qu'ils avaient pété le cul de Code. Donc pourquoi, lorsque Code est venu le voir pour les mêmes raisons, pourquoi du coup Amado n'a pas utilisé la commande vocale, comme il a fait avec Kawaki là actuellement? Du côté de Matsuri et de Konohamaru, il y a un truc que j'aime beaucoup parce qu'il y a une espèce de remontée des sentiments et de la pensée, des souvenirs des morts. Ils sont pas morts, ils sont juste scellés dans un arbre. Tu vois, mais j'aime bien le fait comme ça. Parce que les Shinjuego, je les vois un peu comme des zombies de nos potes qui ont été cannés, qui ont été tués, du coup ils reviennent en mode zombie plante. Je le vois un peu comme ça. Laissez-moi dans mon délire. Mais du coup, Matsuri, il y a une remontée de pensée de Moegi, parce que du coup elle est là, elle parle avec Konohamaru, et instinctivement elle a ce truc de dire « mon petit Konohamaru ». Tu sais, c'est des paroles, tu sais, il y a un côté glauque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Des paroles comme ça qui reviennent d'un être que tu n'es pas, et du coup tu commences à donner un surnom à quelqu'un alors que tu devrais pas connaître ce surnom. C'est un surnom intime, c'est un truc très intime. Et elle appelle mon petit Konohamaru parce que c'est les paroles de la personne dont elle tire son pouvoir, sa personnalité. C'est très glauque. J'ai vraiment kiffé. Il y a un petit côté zombie plante, j'aime bien là. Du côté de Ryu, lui, il va propager sa limaille de fer partout dans le désert pour repérer Boruto, et en faisant ça, on comprend que son pouvoir de détection via la limaille de fer peut tout repérer, parce qu'il va même repérer l'aura meurtrière de la jeune femme psychopathe à capuche. C'est trop fort. La limaille de fer peut repérer une humeur, un sentiment. Pardon. À côté, Sarada a une très bonne stratégie. Elle dit, mais n'empêche, quand on y pense, Boruto, il cherche les épines de l'âme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour que tu sortes ton épine de l'âme, voir si Boruto sort pour l'attaquer? Et du coup, il fait ça, mais c'est vrai que la stratégie, elle est pas conne, c'est pas con à faire et tout. Viens, on fait ça. Ça peut être intéressant. Et du coup, il sort son épine de l'âme pour provoquer Boruto, pour que Boruto puisse apparaître et voir s'il la prend. Donc bon, le mieux aurait été que Boruto, il se TP, qu'il la prenne et qu'il se barre avec, mais ça aurait pas marché, tu vois. Mais en tout cas, quand la stratégie est mise en place, putain, merci Sarada de réfléchir, merci à Sarada, parce que le plan est très con, mais ça passe très bien. En fait, le plan est con, le plan est débile, mais en fait, elle joue sur la naïveté de créatures qui viennent de naître. Du coup, il se méfie pas de ça, tu vois. Et Yodo, bah, elle fonce dedans comme une grosse débile, elle se fait avoir, ce qui grille la couverture de tout le monde. Yodo, elle aurait dû rester Asuna, pour la faire simple. Mais putain, Sarada, bien joué. On retourne du côté de Konoha et Amado est prêt à faire passer Kawaki en mode offensif, mais à une seule condition, c'est en gros, on va faire un truc très simple, c'est que tu vas dans un premier temps te lever et graver du coup ton kama sur quelque chose. Amado explique que, entre-temps, il a créé un nouveau corps, il a créé un corps Akebi, un réceptacle qui va pouvoir recevoir l'âme de sa fille décédée. Et du coup, on connaît toute l'expérimentation qu'il y a autour de Kawaki, Akebi, Amado. J'en ferai une vidéo complète pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça, parce que c'est assez flou. C'est dans plusieurs chapitres, c'est un peu dispersé. Mais du coup, on remettra de l'ordre dans tout ça. Il le faut. Et du coup, Amado, il fait, bah écoute, je viens de passer en mode offensif, mais avant ça, tu vas graver ton kama sur le corps. Et après ça, du coup, je vais te mettre en mode offensif si tu veux. Et Kawaki dit, non, on va faire l'inverse. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est moi qui viens de voir de base. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me passer en mode offensif. Je vais tuer Boruto, je vais tuer Code, je vais tuer les Shinjuego. Et après, ok, je m'occupe de ta fille, je m'occupe de Akebi et tout. Et du coup, Amado, il fait, bah non, non, ça marche pas comme ça. Parce que du coup, si je te passe en mode offensif, je t'explique, c'est que tu ne seras plus en mode défensif du coup, mais le mode défensif possède un mode de régénération, de récupération. Sauf que si je te passe en mode offensif, que tu perds ce pouvoir de régénération, que tu vas au combat, que tu finis quand même par mourir, je perds tout moyen de revoir ma fille un jour. Et toute ma vie, toutes mes expérimentations, tout mon combat est basé là-dessus. Donc je refuse. Et Kawaki lui fait, non, non, mais attends, je t'ai posé une carte, tu m'as sorti un contre Uno, je t'ai sorti un contre Uno, je te sors un contre Uno. Donc ça va pas marcher comme ça non plus. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, tu vas venir maintenant pour me passer en mode offensif, je vais faire mon plan, je vais péter le cul de tout le monde, je vais revenir en vie et on va s'occuper d'Akebi. Pas de souci. Par contre, autre truc, c'est que si Akebi, on la ramène à la vie, vas-y, on fait ton petit plan si tu veux, mais qu'elle se réveille en tant que Otsutsuki, ta gamine, je la bute. Amado lui sort une carte contre Uno. Et il dit, mais non, parce que si tu veux tuer ma fille et qu'elle se réveille en Otsutsuki, admettons, je me battrai, je ferai quelque chose pour qu'elle résiste. Je me battrai pour elle.
Et ça rejoint du coup ma théorie comme quoi Amado c'est un Otsutsuki. On n'oublie pas cette théorie à l'époque, car l'époque les fous. Akebi pour moi c'est une Otsutsuki. Akebi c'était une Otsutsuki qui était malade. Amado c'est un Otsutsuki qui se cache depuis des années. Et je pense que quand Akebi va se réveiller, ce sera une Otsutsuki. Et là Kawaki va faire « Ah, c'est une Otsutsuki, j'aime pas, je suis raciste !» Et du coup Kawaki va vouloir tuer la gamine. Et là Amado va sortir un kama de son cul. Et faire « Non mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et on va découvrir en fait que Amado et Akebi, bah, c'est les deux Otsutsuki des stèles à droite. Voilà, c'est ma théorie. J'en ai déjà parlé en vidéo aussi. Hein. Connectez-vous à la chaîne de Darkose. Hein. C'est une très bonne chaîne d'ailleurs. À côté de tout ça, Konohamaru, c'est un boulet parce que Matsuri l'appelle mon petit Konohamaru encore et encore. Et le frérot, il finit par craquer. Il dit non, vas-y, m'appelle pas comme ça là. Du coup, Matsuri fait mais wesh, t'es qui l'équipe? Et du coup, elle comprend pas. Elle trouve ça très bizarre, Matsuri. Elle est un peu méfiante. Et du coup, elle dit non, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Elle fait mais pourquoi c'est un surnom intime? C'est un surnom qui vient de l'autre Moegi et tout là. Et du coup, ça commence à la rendre folle. Et du coup, elle passe de la fille amoureuse à la fille jalouse. Et c'est de la jalousie comme on n'aime pas, parce qu'elle devient très violente. Et quand on est jaloux, faut pas être violent, c'est pas bien. Soyez gentil, que de l'amour et de la paix, c'est ce qu'on veut. Et du coup, Matsuri, quand ça pète à un plomb, elle fait mais qu'elle fait n'importe quoi, c'est l'autre pouf comme ça et tout. Je crois qu'elle sort des insultes dans la version manga plus. Je crois qu'elle limite, elle est pas à deux doigts de dire que Moegi c'est une pute. Genre limite elle sort un mot de catin ou de pétasse ou de pouf, je sais plus, mais elle est assez violente dans les mots. Elle fait ouais, c'est l'autre connasse là. C'est elle qui veut t'aimer, hein. Et quand elle commence à péter un plomb, elle commence à planter Konohamaru, et elle est prête à bouffer Konohamaru. Parce que ce bolos, il avait une mission, et juste pour un surnom, bon après je peux comprendre, hein, mais juste pour un surnom, il a dit non, mais m'appelle pas comme ça, t'es une ouf toi, l'équipe. Et Matsuri, elle a dit, eh, comment ça je t'appelle pas mon petit bébé au sucre d'amour? Eh, moi je t'aime de ouf, je t'aime direct l'équipe. Et bah du coup, c'est parti en couille pour ça. C'est con, hein, c'est débile, mais du coup, Konohamaru va se faire graille. C'est con quand même. Hein. Et du coup, pour finir sur le côté de Ryu, bah, c'est la merde parce que la blondasse avec sa capuche, elle a fait la meuf, elle s'est fait avoir. Du coup, Ryu comprend que c'est des traîtres, il met sa limaille de fer partout autour d'eux, tout le monde est paralysé. Et là, bim, banger, Araya, l'épéiste de la mort qui tue avec son petit bouc. Je le kiffe, il a un vrai flow d'ailleurs. Il sort son katana et bim, il utilise le Jitetsu Ryu Fujin. Oui, j'ai lu sur ma feuille. Kesta. Et du coup, grâce à un jutsu complètement secret, eh bien, il a la capacité de disperser et de dégager la limaille de fer et de protéger tout le monde. Donc, nouveau jutsu. Donc voilà, Yodo, bah, elle fait de la merde. Je l'aime pas des masses. Et Araya, à côté, bah, c'est un dieu, je l'aime beaucoup, il a un flow. Putain, en plus, sur sa page cover, il a un flow par les fous. Il est incroyable, ce il est trop beau, il a un vrai flow de fou. Bref, je kiffe Boruto, il y a du très bon, du très mauvais. Les reviews sont très rapides, les reviews sont très expéditives. Mais en même temps, bah, c'est comme ça, c'est la rue, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on kiffe. Je vous fais plein de gros bisous. Like, commente, abonne-toi. Et oui, on parlera du chapitre 19 et 20. J'ai failli vomir en direct en fait. Mais du coup, on parlera du chapitre numéro 19 et 20 dans la prochaine vidéo. Donc on parlera un peu du jutsu de Araya, on parlera un peu du discours de Yodo avec Sarada, du Mangekyu, on parlera du mode Senin, on parlera de Konohamaru et ses deux gros Rasengan dans la tête de la fille. Il y a du bon, il y a du très bon. Donc c'est un peu les reviews à l'arrache, encore une fois, pour rattraper mon retard sur Boruto. Mais du coup, on se mettra à jour dans tout ça. Ne vous en faites pas. Et les prochaines vidéos seront plus qualitatives, ce sera de la théorie, beaucoup plus montée et tout. Là, les vidéos sont faites un peu à l'arrache, la qualité est pas folle. Mais ne vous en faites pas. Darkose est revenu, Darkose est fort, Darkose est bon. Oh, let's go pour les 100 000 abonnés. Je vous kiffe, des bisous. Et voilà. Merci au chef Otaku pour l'éclairage, pour la caméra, pour le micro, pour le décor. Abonnez-vous à Spatule Bro, abonnez-vous au chef Otaku, rendez-vous sur le Ulule pour soutenir le Spatule Jump et les mangaka français. C'est le Shonen Jump à vous, c'est le Shonen Jump à nous, mes versions français. Donc plein de bisous, je vous kiffe. C'est ciao!